Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Culturbulence, l'émission qui diffuse la culture à Gênes. Et avec moi sur le plateau, Salut à tous, moi c'est Enzo et je vais co-animer cette émission avec Gaspard. Salut, moi c'est Abdel et je vais vous présenter une chronique sur la série On My Block. Bonjour, moi c'est Jules et moi je vais vous parler d'un film qui m'a fait pleurer. Je garde le suspense. Salut, moi c'est Enola, je vais vous parler de littérature et d'un film. Hmm. Bon bah du coup Gaspard, vu que tu es un peu le mâle dominant, le commanditaire de cette émission, on va te laisser commencer, on va te laisser la place pour écouter ta chronique. ça tombe bien que tu parles de mâle dominant, puisque je vais vous présenter la série Mad Men. But he also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia. It's delicate, but potent. Teddy told me that in Greek, nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. En quelques mots, l'iconique Don Draper vient de donner le ton de l'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui, Mad Men. Comment une série peut-elle me rendre nostalgique d'une époque que je n'ai jamais connue ? Fin des années 50, New York. Sur Madison Avenue, les publicitaires, les Mad Men, trônent fièrement et donnent des slogans à l'Amérique enchantée de l'époque. Les hommes sont virés les séducteurs, les femmes sexualisées et cantonnées à leur rôle de ménagères. Tout ce petit monde semble fonctionner à merveille. Mais attention, le vernis est fragile, les failles sont visibles, les révolutions sont silencieuses et inévitables. On accompagne les personnages d'une époque à l'autre, de la légèreté des années 60 aux effluves psychédéliques des années 70. Pas de twist improbable, juste l'histoire de personnages marqués par la guerre, subissant leur époque et ne parvenant pas à combler un vide intérieur abyssal malgré leur réussite professionnelle ou leur conquête amoureuse. Outre l'aspect visuel jouissif de la série, c'est dans sa faculté à capturer l'essence d'une époque, d'un moment, d'un sentiment de la vie quotidienne que Mad Men puise sa force et sa capacité à nous émouvoir. Les personnages sont les reflets d'une société idéalisée, prête à tout pour cacher ses cicatrices. Attention, la chute est inévitable. Vous pouvez actuellement regarder cette série sur Amazon Prime et également par des canaux dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont illégaux. D'accord, d'accord. Et quelque chose que j'ai pas trop saisi dans cette série, est-ce qu'on suit l'histoire d'un personnage principal ou de plusieurs personnages un peu est-ce que c'est plusieurs destins qui s'entremêlent ou... Non, en fait, c'est un personnage principal et son évolution. Et on a toute une sorte de personnages secondaires qui gravitent autour. Mais on suit vraiment la destinée de Don Draper, du coup. Et c'est haut et surtout c'est bas. C'est haut et surtout c'est bas. D'accord. Et bah, du coup, quelqu'un d'autre veut réagir sur Mad Men. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup chez Don, c'est vraiment il a un énorme charisme en fait. Genre, quand tu le vois s'asseoir sur une chaise, il prend vraiment toute la place, il s'étale, il se met de côté. Toujours calme, maîtrisé, et c'est un modèle du charisme. Mais en le regardant, parfois, je me suis dit, il faudrait que je réussisse à appliquer ça parce que le mec, il illumine la pièce. Donc, Don Wiper, c'est un peu le Gaspard de la série, quoi. Tout à fait. Merci Enzo. Bah, du coup, Jules, on va passer à ta chronique, non, justement. Bah écoutez, avec plaisir. Donc du coup, moi le film qui m'a fait pleurer, c'est La Ligne Verte. Donc c'est l'un des rares films qui m'a fait décrocher de telles larmes. Je suis devenu une vraie Madeleine. Et je me suis demandé comment ça se fait justement, comment le réalisateur nous fait pleurer. Donc du coup, dans un premier temps, je vais vous parler un peu du film en lui-même. C'est un drame fantastique inspiré d'un roman feuilleton du même nom, donc écrit par Stephen King. Scénarisé par Franck Darabont, aussi connu pour avoir écrit et mis en scène le film Les Évadés. Beau CV. En tête d'affiche, un autre gros nom, l'oscarisé Tom Hanks qui incarne Paul Edgecombe, gardien pénitentiaire dans le couloir de la mort d'une prison de Louisiane, surnommée La Ligne Verte, d'où le titre du film. Et donc du coup, un jour d'été 1935, il accueille dans ses quartiers un tout nouveau détenu, John Coffey, un véritable colosse de 2 mètres et de 140 kilos, condamné à mort pour avoir violé et tué 2 fillettes. Tout le bloqueux est sur ses gardes, John pourrait être dangereux, sa carrure, ça impressionne, mais il n'en est rien. John est calme, écoute les gardiens, il a même peur du noir. C'est un véritable agneau. Dans l'agitation du bloc E, il est constamment bousculé par les actions du garde Percy Waltmore et de William Wharton. John ne se fait pourtant pas remarquer. Mais un jour, les choses changent. Paul souffre d'une terrible infection urinaire que John réussit à soigner en l'attrapant, en absorbant cette douleur qu'il recrache ensuite sous forme de particules noires.
Il est capable de vrais miracles. Il a aussi une capacité surnaturelle d'empathie. Il ressent la douleur d'Eugène Delacroix, un détenu que Percy Waltmore a fait électrocuter sans respecter le protocole, le faisant mourir dans d'horribles souffrances. John le punit. Après un autre miracle, il lui transmet toute la douleur qu'il garde en lui, ce qui fait tomber Percy dans la folie. Paul, le chef de la ligne verte, ne s'y trompe pas. Dans une dernière discussion avec John, il lui propose de le sortir de prison. Paul fond en larmes. Il craint l'heure du jugement dernier. Dieu lui accordera-t-il son pardon ayant tué l'un de ses miracles ? Mais John refuse d'être sauvé. Ce pouvoir divin qu'il possède est un véritable fardeau. Dans un monologue absolument déchirant, il explique sa souffrance. Il préfère mourir que de continuer à endurer le poids de la souffrance du monde. Donc un petit point religion. Ici, John semble ressembler au Dieu protestant. Il faut savoir que les Américains sont à 50% protestants. Il est presque omniscient, parle à ses croyants et semble pouvoir accorder une forme de justice divine. Il accorde sa miséricorde à ceux qui l'aident et qui l'aiment, qui le méritent, et punit ceux qui pêchent. On peut souligner le paradoxe de la notion de miracle dans le protestantisme. Si la création de Dieu est parfaite, alors pourquoi, si le miracle est la réparation d'un déséquilibre, pourquoi il existe ? L'orthodoxie protestante s'est fondée sur le rejet des pratiques catholiques jugées trop superstitieuses, les expliquant autrement. Notre gardien-chef du bloc-up, Paul Edgecombe, s'est résolu, malgré sa croyance, à parler de miracles. Voilà, donc peu de films arrivent à susciter autant d'émotions chez les spectateurs, et je pense que ça tient en 4 astuces. Il crée de la curiosité dans un premier temps, puis de l'empathie, et nous fait ressentir un sentiment d'injustice. Et enfin, il nous fait comprendre par un véhicule, ici le gardien Paul, pourquoi la scène est émotionnellement forte pour les protagonistes. Il crée de la curiosité autour du personnage avec le fait qu'il détonne visuellement des autres. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant. On en sait peu finalement sur lui, ce qui attise la curiosité. Aussi, on a de l'empathie pour lui. On s'investit émotionnellement dans son histoire. Il est accusé à tort. Il est terrifié de dormir dans le noir. On a envie de le recueillir dans le bras, John, s'il n'était pas bien plus imposant. Aussi, on ressent de l'injustice. Comment ce personnage fondamentalement bon, création de Dieu, est-il condamné à un si triste destin, la solitude et la souffrance, la punition pour un crime qu'il n'a pas commis ? Et enfin, nous savons pourquoi Paul est dévasté par la mort de John. Nous avons de l'empathie pour lui, on peut partager son sentiment. Personnellement, j'ai jamais exécuté un miracle de Dieu. Comment se sentir si on ne nous dit pas comment ? Paul a peur du jugement dernier et c'est ça qui provoque l'émotion du public. Donc voilà, maintenant, quand vous verrez la ligne verte, vous saurez pourquoi cette larme est coulée. Il s'agit donc d'un film gai et joyeux. En fait, il est même si ça se finit par un vrai drame et de l'émotion en barre, vraiment le film c'est plein de scènes de vie en fait. Et c'est ça, il est très très plaisant et divertissant au début et à la fin il nous fait pleurer. Gai, je sais pas en tout cas, mais beau, ouais. Et t'avais quel âge quand tu l'as regardé pour la première fois ? Je l'avais regardé il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai regardé il y a 3-4 ans quand vraiment je commençais un peu à pouvoir apprécier le cinéma, enfin avec un peu de culture quoi, parce qu'il faut un peu plus on voit, plus on a envie d'en voir et plus on comprend quoi. Et ouais, c'est il y a quelques années, déjà quelques années. Et ça avait fait un énorme effet quand tu l'as vu, j'imagine. Ouais, bouleversé. Je pouvais pas dormir. Ouais, mais c'est un peu les sentiments qu'on aime, que le cinéma nous procure, quand on est triste, quand on est joyeux. Et maintenant, Abdel va nous parler d'une série. Ouais, donc moi je vais vous parler de la série On My Block qui est sur Netflix. Et donc c'est une série qui contient 4 personnages principaux. En fait c'est une bande d'amis qui s'apprêtent à rentrer au lycée. Et donc la série va suivre leurs aventures tout au long de leurs années lycée. Et donc en fait ces 4 personnages-là habitent à Los Angeles dans un quartier où il y a beaucoup de criminalité, où il y a une guerre de gangs dans ce quartier entre 2 gangs rivaux. Et donc en fait on a un des personnages de cette bande de 4 amis qui s'appelle César et qui est donc membre d'un gang un peu c'est un peu par défaut qu'il est membre de gang parce qu'en fait c'est sa famille qui gère ce gang, donc lui il a été élevé par son grand frère qui est le chef du gang et donc il se voit contraint par son grand frère justement de quitter l'école, son grand frère va faire pression sur lui pour qu'il quitte l'école et qu'il se consacre plus à la gestion si je puis dire du gang, des affaires du gang. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces 3 amis vont tout faire pour essayer de le sauver, entre guillemets, de ce destin-là, parce qu'en plus il travaille très bien à l'école, donc il peut espérer un meilleur avenir que ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces 3 autres amis
va avoir besoin d'argent pour lui faire quitter la ville et pour le faire partir très loin, parce qu'en plus, entre-temps, il s'est empêtré dans des règlements de compte et donc sa vie est en danger. Et donc, ils vont avoir besoin d'argent et ils vont se mettre en quête d'un trésor. Donc ils entendent, il y a une légende qui court dans leur quartier depuis des années qui dit qu'il y a un trésor qui a été caché par des anciens membres de gang des décennies auparavant. Donc, du coup, tout au long des 3 saisons de la série, on va les suivre dans cette quête du trésor. Et donc, pour moi, c'est ce qui rend cette série assez unique parce qu'on a d'une part la quête du trésor qui rend la série presque fantastique, parce que c'est des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, qu'on ne voit pas dans la vraie vie. Et d'autre part, on a une réalité très brutale avec vraiment les violences de gang et d'autres sujets très tristes comme le racisme aux États-Unis, par exemple. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, car ça nous procure 2 sentiments. À la fois un sentiment de regarder une série un peu légère, à la limite du fantastique, et un sentiment de regarder une série très triste. Donc moi, par exemple, c'est la première fois que j'ai eu les larmes aux yeux devant une série en regardant cette série-là. Et on a aussi d'autres aspects de la série qui font beaucoup rire. Donc par exemple, on a le personnage de Jamal qui est un personnage très haut en couleur et qui est très hilarant par sa façon d'être. Donc ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est-à-dire qui traite de sujets très graves, de sujets sociétaux, donc comme beaucoup de séries et de films le font, mais d'une manière assez unique, en alliant avec un ton plus léger. Voilà. Donc c'est disponible sur Netflix pour ceux qui veulent aller voir. Et est-ce que tu la considères comme une série engagée ou pas ? Oui, très, parce que je trouve que le message est d'autant plus fort que dans d'autres séries ou d'autres films, parce qu'il est passé de manière... en fait, on n'a même pas l'impression qu'il y a un message qui est passé. En fait, c'est plus inconscient, en fait. On regarde, on rigole et tout, mais ça fait réfléchir aussi. Et comme j'ai dit, il y a aussi des scènes très tristes qui vraiment nous touchent beaucoup. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé et je trouve que vraiment c'est très instructif. Il y a 3 saisons et durant les 3 saisons, il y a beaucoup de choses qui se passent et on apprend beaucoup de choses sur la réalité des quartiers difficiles aux États-Unis. Et justement, est-ce que malgré l'engagement que peut faire la série, ça arrive quand même à être nuancé? Parce que je trouve que généralement, lorsque on regarde un contenu audiovisuel, ou même ça peut être le cas pour les chansons et tout ça, c'est rarement, je trouve, nuancé. Est-ce que c'est le cas dans cette série? Nuancé dans quel sens? J'ai pas compris. Dans le sens, entre guillemets, dans la façon dont il montre justement le quotidien des gangs. Est-ce que s'il y a des personnages qui sont un peu manichéens, tout blanc, tout noir, enfin, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, je vois. Non, oui, du coup, ouais, justement, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment très nuancé, parce qu'en fait, tu vois, comme tu dis, tu vois les personnages de gang, tu vois leur côté, entre guillemets, méchant, mais tu vois aussi des scènes où en fait, je prends l'exemple du personnage du grand frère de César, celui qui veut l'obliger à quitter l'école. Tu as beaucoup de scènes où tu le vois avec son père, où en fait il reproche beaucoup de choses à son père. Il lui dit à cause de toi j'ai été forcé moi aussi de quitter l'école, j'avais un bon avenir, il devait devenir chef cuisinier, il devait faire des études et tout, et donc du coup lui aussi on voit un peu son côté plus fragile, et qui explique pourquoi en fait il se crée une carapace et il se donne une image de quelqu'un de méchant et de dur. Donc ouais, on voit aussi beaucoup ce côté nuancé, donc c'est pas toujours tout blanc ou tout noir, et donc c'est ça que j'ai aimé aussi dans cette série. Très bien. Du coup, à voir sur Netflix. Ouais, carrément. Ouais, il y a 3 saisons et franchement, c'est hyper beaucoup de suspense et franchement, je vous le conseille. Merci Abdel. Maintenant, on va passer à Enola pour une chronique littérature. Et film, surtout. Alors, je savais pas trop de quoi parler dans cette chronique. Donc, j'aimerais bien peut-être lancer un nouveau format sur Culturbulence. Pourquoi pas faire découvrir ou redécouvrir des auteurs ou des films. Enfin, j'ai l'impression qu'au final, c'est ce qu'on fait. Mais faire des sorties récentes de films, etc. Faire des petites chroniques là-dessus. Donc, je vais vous parler d'une redécouverte, plutôt en littérature, du coup. J'ai tendance à rester pas mal dans la littérature classique en général, parce que je me dis qu'on a assez à faire avec les Victor Hugo, Zola, Stendhal, etc. Mais je me suis dit que pendant le confinement, j'avais profité de tout le temps disponible pour découvrir de nouveaux horizons, plutôt redécouvrir. Donc, je me suis mise à acheter du Stephen King, voilà, t'en parlais, Jules, justement. Et en fait, ce gars-là a 73 ans, et les gens ont tendance à l'oublier. Il écrit depuis 1974. Il a vendu 350 millions d'exemplaires, 60 romans, 200 nouvelles. Et le gars expliquait dans une interview qu'il s'était fixé un quota journalier de 2000 mots à écrire. Donc je trouve qu'il est assez impressionnant. Et au début, j'avais un petit peu peur de ces romans parce que, je sais pas, c'est considéré comme
un auteur très très connu, à succès, etc. Donc je me suis dit que ça allait peut-être se rapprocher de la littérature de guerre à la Guillaume Musso que j'ai lu pendant très longtemps, mais au final on remarque que, je sais pas, c'est toujours les mêmes schémas dans ces livres, le destin, l'amour qui survit face à toutes les épreuves de la vie, enfin c'est un petit peu lassant, et au final, il n'y a vraiment que les cons pour ne pas changer d'avis, parce que c'était génial. Je trouve que les auteurs qui écrivent sur des thèmes stressants, angoissants, sur des thèmes d'horreur d'une manière générale, ont beaucoup plus de, peut-être pas de talent, mais de respect que les autres, parce que je trouve ça d'autant plus compliqué d'angoisser des lecteurs et de créer tout un univers parallèle. Et il arrive à faire ça d'une manière incroyable, sans se répéter, sans recréer les mêmes schémas dans tous ses bouquins. Donc je trouve ça super cool. Donc pendant le confinement, j'ai lu ça, donc avec le clown, voilà, le tome 1, qui a été publié en 86. Et en fait, c'est toujours un livre qui est au goût du jour, puisqu'il a été adapté au cinéma il y a quelques années. Donc je me suis dit que j'allais regarder le film, et je l'ai trouvé un petit peu claqué. Ça avait fait toute une grande histoire au moment de sa sortie. Tous les gens étaient déguisés en clown pour Halloween, etc. Donc j'ai pas de problème avec le clown, il est très bien fait. Enfin, le film est beau visuellement, mais la manière dont il a été fait me pose un petit peu problème, parce que je pense que c'est d'autant plus facile au cinéma de recréer une ambiance angoissante, parce qu'il y a une stimulation visuelle et surtout à travers la musique. Et pourtant, c'était raté à ce niveau-là, et pourtant je suis vraiment une petite nature, je vous avoue, mais c'était très mal fait. Donc j'ai regardé Cimetière aussi, qui est assez récent, et pareil, ça manquait de cohérence, c'était pas très réussi, donc bref, j'ai pas regardé les autres versions, celles qui sont plus anciennes du coup, parce que comme je l'ai dit, il est écrit depuis presque 50 ans, donc il y a d'autres adaptations qui sont sorties, il faudrait peut-être que je les regarde. Voilà, mais en tout cas, si je peux vous conseiller un auteur qui mérite sa réputation, c'est Stephen King, voilà. Lisez les livres avant d'aller regarder les films, s'il vous plaît. Maintenant que j'ai parlé de ça, je voudrais juste revenir sur un film qui est sorti il y a très peu de temps. C'est une adaptation, encore, dont j'avais parlé dans une ancienne chronique, c'est Petit Pays de Gaël Faye. Donc là encore, j'avais une image assez toute faite des livres écrits par des chanteurs, auteurs. Pour moi, c'était un petit peu la même chose, commerciale. Je pensais que surtout les livres de ce genre n'étaient pas écrits par les artistes eux-mêmes. Donc bref, au final, je me suis trompée à nouveau. Voilà, donc le livre a été publié en 2016. Si ça vous intéresse, j'en avais parlé dans un autre Culturbulence, je crois. Le film est encore à l'affiche, mais pas pour longtemps. Il y a seulement des séances à droite, à gauche. Et il a été très, très réussi. Justement, c'est assez compliqué, je pense, de retranscrire toute l'essence d'un livre, parce qu'on est obligé de casser un petit peu la trame pour la reconstruire, pour que ça tienne en 2 heures. Mais au final, ça a été une très belle réussite. Donc ça peut être un peu surprenant de voir Jean-Paul Rouve dans un autre thème, dans un autre registre que les Tuches, mais au final, il se débrouille très bien dans un rôle dramatique, et il nous livre une performance tout à fait honorable. Donc voilà, je vous invite à regarder ce film très touchant d'Éric Barbier. Et voilà, moi quand même, un truc qui m'a marqué dans la chronique d'Enola, c'est le petit clin d'œil à Guillaume Musso, qui ne fait quand même pas beaucoup de promotion, on va le dire, hein. Donc j'aimerais vous rappeler que son dernier roman, La vie est un roman, est sorti le 26 mai dernier. Vous avez peut-être des questions plus pertinentes. L'Institution de Stephen King, un nouveau livre qui a l'air bien. Il a 73 ans, mesdames et messieurs. Il me semble que Stephen King est l'auteur le plus adapté au cinéma. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'on parle de plusieurs dizaines d'œuvres. Alors je l'ai vu, pour avoir vu quelques adaptations, elles ne sont pas toutes fantastiques. Mais de toute manière, je trouve ça toujours compliqué d'adapter un livre au cinéma, parce que, surtout quand un livre nous a plu, je trouve qu'on s'imagine les personnages d'une certaine manière, et leurs émotions, même leur physique, et les voir sur l'écran, parfois ça peut me poser un peu problème. Et parce que je les avais pas imaginés comme ça et tout ça. Alors après, pour être honnête, je suis un peu conservateur, hein, sur ce mode de pensée, et c'est vrai que je sais pas, il y a certaines choses que j'ai du mal à voir les choses évoluer.
Mais c'est vrai que parfois je suis un peu déçu et ça me fait un peu un petit blocage pour regarder un film. Bah là, pas tant que ça, parce qu'au final, c'était un petit peu difficile de passer à côté de l'image du clown, parce que le film est sorti quand même il y a quelques années, donc je voyais bien à quoi il ressemblait, mais j'avais pas vu la bande-annonce ni rien, je me rappelais plus du tout de la tête des acteurs, mais là, le casting est très bon, je trouve. Enfin, c'est exactement l'image que je m'étais faite des gamins du roman, mais c'est juste l'ambiance, en fait. J'étais plus angoissée en lisant le livre qu'en regardant le film, qui est interdit au moins de 16 ans, je crois, aux États-Unis en plus. Enfin, vraiment, ça a été raté à ce niveau-là. On n'y croyait pas du tout, je trouvais. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Ça me fait peur, personnellement. Moi. Du coup, c'est vraiment l'ambiance qui a été mal retranscrite, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec Gaspard. Souvent, les adaptations de livres au cinéma, on est plutôt déçus parce que vous évoquiez les personnages ou l'ambiance, mais il y a aussi les décors qu'on peut s'imaginer qui sont assez différents. Et c'est pour ça que je suis pas trop consommateur de ce genre d'adaptation, mais c'est vrai que ça donne aussi envie d'aller voir, quand on a lu un livre, ça donne envie d'aller voir le film, parce qu'on se dit, j'ai envie de voir comment ça donnerait, quoi. Après, c'est pas forcément... bon, moi je suis déçu, mais c'est pas forcément parce que le film est mauvais, c'est plus parce qu'il est différent, en fait, de ce que j'avais imaginé. Et c'est pas parce que il est différent que c'est marrant, mais du coup il y a une espèce de un petit désaccord entre l'attente que j'avais du film et ce qu'il en est en vérité. Et après, ça m'arrive de les regarder, de me dire ah, c'est quand même bien et tout. Mais comme il y a des choix qui doivent être faits dans les films pour des raisons de durée, des raisons de budget, enfin, plein de raisons qui sont vraiment liées au 7e art, c'est vrai que parfois on peut s'estimer un petit peu lésé de l'adaptation de l'œuvre. Surtout quand c'est une œuvre qu'on a vraiment appréciée et qui nous a marqué dans notre enfance ou plus récemment. Ouais, et puis je pense que c'est un vrai problème justement pour les studios et tout ça, face aux attentes du public, et d'autant plus que maintenant, ils les entendent en fait. Il y a les réseaux sociaux et tout ça, tout le monde, tous les influenceurs disent ce qu'ils veulent et tout ça, et on a plein d'idées, on se fait en opinion et tout ça, mais je pense que eux, dans leur vision créative, ça les empêche, ils veulent faire du fan service ou que ce soit, ça les empêche de créer librement, correctement. Je pense que c'est par exemple aussi souci avec... pas forcément les adaptations, mais avec toutes les séries de films qui durent depuis longtemps. On peut penser à Alien, mais aussi au Star Wars, clairement. Toutes les attentes des fans en fait, qui pèsent sur ce que sera la suite de l'histoire. Si ça convient pas exactement aux choses qu'ils attendent, en plus ça crée des retours sur les réseaux sociaux et tout ça. Et je pense que c'est un énorme casse-tête en fait, pour les studios qui doivent vouloir faire du fan service. C'est vrai que c'est un sujet que j'aimerais bien creuser une prochaine fois dans une nouvelle émission de Micro-ondes, mais j'ai l'impression que la pop culture et les tenants de la pop culture ont tendance à s'extrémiser et que quelque chose qui devait tous nous rassembler finit en fait par nous diviser et que les fans s'écharpent sur des détails et on se retrouve avec des extrêmes qui s'extrémisent et qui n'arrivent plus à se mettre d'accord alors que c'est vraiment quelque chose de formidable et sur lequel on pouvait tous rassembler et vraiment une passion commune. Mais bon, encore une fois, petit préambule, on fera une autre émission, je pense, consacrée au sujet. Ouais, mais du coup, voilà, là, je suis en train de lire le tome 2 et je ne regarderai pas le film, je pense. Parce que maintenant, en fait, j'ai l'impression que je mélange ce qui s'est passé dans le roman et le film, en fait. J'ai du mal à faire la différence maintenant entre les deux, à me dire, oui, ça s'est passé ou ça a été modifié. Donc, enfin bref, je préfère ne pas aller voir le film. Je boycotte, j'appelle au boycott de ça 2 et le 1 même, parce que c'était pas terrible. Ça tombe bien, il est sorti il y a 2 ans. Donc... C'était une magnifique chronique de la haine d'Enola qui a boycotté toute une liste de films et d'œuvres littéraires. Juste héritière de Théophile, qu'on salue. Du coup, on va terminer cette émission. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, tous? Un petit mot pour la fin? Non? Moi, avant de terminer, j'aimerais faire un gros big up à Marwan pour son premier tournage en tant qu'ingénieur du son. Donc on le remercie, Marwan, à la technique. Et merci à tous les invités du plateau. Et chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Culturbulence. À très vite sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.